Salut à toutes, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'être en compagnie de Luc Tillier. Bonjour Luc. Bonjour Julien. Donc, si vous ne savez pas qui est Luc, je vais vous mettre le lien en cliquant sur le petit i juste au-dessus. Voilà, il s'est présenté, on a fait une autre vidéo ensemble, donc vous pourrez aller voir la vidéo pour savoir qui est Luc. Et en fait, dans cette vidéo, on voulait partager avec vous une astuce en fait, qui va vous permettre de réinvestir grâce à votre premier investissement. Donc si ça vous intéresse, restez avec nous, on va tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc Luc est avec moi aujourd'hui pour nous parler justement d'une astuce bancaire en fait qui va vous permettre, grâce à votre premier investissement, puis même avec les suivants finalement, eh bien de réinvestir dans ceux d'après et encore et encore et encore. Donc Luc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est cette astuce mystère? Non. La vidéo s'arrête là, bien sûr. L'idée, en fait, elle est assez simple. Quand vous faites un investissement, vous allez solliciter la banque pour obtenir son accord pour avoir des ressources. Ouais. Dans cet accord-là de négociation, vous pouvez négocier avec elle pendant que vous avez des travaux. C'est un des points importants pour bénéficier de cette astuce-là, aussi minime soit-il, d'avoir une durée de travaux, une durée de réalisation. Prenons par exemple un investissement dans le cadre d'une maison, un bien immobilier, un appartement, et j'ai des travaux à réaliser. À la banque, à ce moment-là, on peut lui dire, écoutez, moi, le bien, je ne vais pas pouvoir le louer pendant qu'il est dans les travaux, j'ai besoin d'un délai pour réaliser ces travaux-là. Tout à fait. D'accord. Et donc, ce qui se fait généralement, c'est une période de 6, 12 mois, 18 mois, 24 mois, et ça peut aller jusqu'à 36 mois. Généralement, la banque préconise pour des rénovations 24 mois, mais il peut y avoir une demande de prorogation. D'accord. Donc, tu as des travaux à faire, 6 mois de travaux par exemple, donc pendant 6 mois il ne va pas y avoir de rentrée d'argent forcément, mais tu peux demander à la banque un délai qui est plus long que cette fameuse durée de travaux. Alors voilà, oui et non, c'est-à-dire que la banque, elle, cette stratégie-là, même si elle est parfaitement légale, je le souligne, elle n'est pas dans cette démarche. Parce que la banque, elle va vous répondre, si vous allez la voir en lui disant, voilà, moi je veux faire 6 mois de travaux et utiliser la stratégie qu'on s'apprête à vous partager, elle va vous dire, je ne suis pas là pour vous générer de la trésorerie. D'accord. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, moi, ce n'est pas ma spécialisation, les travaux, j'en ai pour tant de durée de travaux, mais j'estime que j'en ai pour 12 mois, ou 18 mois, 24 mois. Le but est d'obtenir la plus grande période, la plus grande durée sur les travaux, même si on sait qu'on en a pour 6 mois. Alors, pourquoi ? La banque vous propose deux alternatives, soit une franchise partielle, soit une franchise totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais faire mon investissement, je vais débloquer les fonds pour les 100 000 euros, on va dire, l'acquisition du bien, et puis j'en ai pour 20 000 euros de travaux. Les 20 000 euros de travaux, à ce moment-là, soit je vais payer à la banque, donc pendant la franchise partielle, au prorata des montants que j'ai débloqués, donc 100 000 euros, 110 000 euros, 120 000 euros. Et plus je vais débloquer, plus je vais payer tous les mois une échéance conséquente qui va se rapprocher de l'échéance finale. Donc je vais payer les intérêts au fur et à mesure et je vais payer l'assurance au fur et à mesure. Mais pas de remboursement sur le capital. Ça, c'est ce qu'on appelle la franchise partielle. Et ensuite, il y a l'autre option qui est la franchise totale, qui est la plus rentable, clairement, aujourd'hui, compte tenu des taux qui sont bas. Et pendant cette période-là, je ne rembourse rien, hormis l'assurance. L'assurance du prêt. L'assurance du prêt. Mais les intérêts que je ne rembourse pas viennent se cumuler sur les intérêts d'emprunt. Donc je paye des intérêts sur les intérêts. Oui, parce que j'imagine, comme tu payes des intérêts sur une somme empruntée, et que tu ne rembourses rien de cette somme, eux, par contre, les intérêts continuent de courir. C'est ça le principe. Complètement. D'accord. Alors ça pourrait faire peur comme ça, mais en fait, pas tant que ça. Donc voilà, on se retrouve à, j'investis sur un bien qui fait 100 000 euros, j'ai 20 000 euros de travaux, j'ai négocié la plus grande période 24 mois, d'accord, et j'ai opté pour la franchise partielle ou la franchise totale. Quelle est la stratégie? Eh bien, admettons que mes travaux, les 20 000 euros, j'arrive à les réaliser en 6 mois. Il me resterait bien 18 mois, techniquement, pour pouvoir aller jusqu'au bout des travaux. Sinon, alors il y a 3 critères pour qu'on passe en amortissement. Demander à la banque de passer en amortissement, ou débloquer les capitaux entièrement, d'accord, donc les 20 000 euros, ou alors arriver à la fin de la période de franchise. Donc, pour que ce soit bien clair, je fais juste une parenthèse, passer en amortissement, ça veut dire commencer à rembourser effectivement le prêt. Absolument, commencer à rembourser le prêt. Donc là, on va dire qu'on est aux 6 mois. J'ai pas débloqué tout à fait les 20 000 euros, je suis à 19 500 euros. J'ai pas demandé à la banque de passer en amortissement et je suis pas à la fin de mon amortissement. Donc j'ai 18 mois où je rembourse, on va prendre la franchise totale que l'assurance et où mon bien est prêt à être exploité. Donc tu rembourses 15 euros par mois, 20 euros. L'assurance, le prix de l'assurance, voilà. Mais par contre en face, on va prendre, je fais de la location meublée par exemple en courte durée, d'accord. Je génère
3 000 € par mois, d'accord? Alors qu'en face, j'ai une charge de 50 €, d'accord? Multiplié par 18 mois, on fait un calcul rapide, hein, ça fait 30 000, 3 fois 8, ça fait 24, ça fait 54 000 €, d'accord? Sur 18 mois, vous vous retrouvez avec une trésorerie de manière parfaitement légale de 54 000 €. Que vous pouvez bien évidemment réinvestir comme vous le voulez. A priori, vous allez être peu fiscalisé dessus parce que vous êtes servi des amortissements que vous avez eu dans le cadre des investissements et des travaux. Alors, soit vous allez payer de l'impôt dessus parce que ça va consommer tout votre amortissement et tous les bénéfices de charges que dont vous pourriez bénéficier. Mais donc, c'est une vraie stratégie puisque admettons que j'ai une manne de 50 000 €, peu importe le montant, hein, et que je décide d'aller voir la banque à nouveau, alors, la même banque ou une autre banque, hein, elle pourrait vous dire ok, on manque d'antériorité sur votre bien 18 mois, mais dès que vous avez passé le bien d'amortissement, vous allez voir une autre banque en disant écoutez, voilà, j'ai un bien immobilier qui est existant, j'ai 50 000 € d'apport. Si on souhaite faire de l'apport, hein, ce qui n'est pas du tout une nécessité, mais ça peut être je les place en investissement pour faire du nantissement. En tout cas, ça ouvre des possibilités. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement, qu'on veuille mettre de l'apport ou qu'on veuille pas en mettre, ça ouvre quand même pas mal de possibilités parce qu'en fait, vous êtes créé de la trésorerie à partir de rien. Enfin, de rien. Ça se trouve, ce bien à 100 000 dont tu parlais, admettons, vous avez mis 10 000 € d'apport, on vous a demandé 10%, mais vous aviez 10 000, déjà vous les avez transformés en un bien à 100 000, et en plus, ces 10 000, en plus de ça, on recrée 50 000 de trésorerie immédiate. J'investis dans de l'immobilier, je développe mon patrimoine, je développe de la trésorerie qui me permet de réinvestir. Et ainsi de suite. Donc ça voilà, c'est une vraie bonne stratégie parfaitement légale qui vous permet en fait de développer votre patrimoine en sécurité et en maîtrisant tout simplement des mécanismes qui sont propres à la banque, au rideau derrière la banque finalement de comment ça fonctionne. C'est ça. Et ça c'est vraiment très intéressant parce que moi j'ai souvent la question de personnes qui me disent soit qu'elles ne veulent pas mettre d'apport par exemple. Tu sais, des fois dans les négociations c'est vrai que investir sans apport c'est encore possible mais c'est quand même plus compliqué qu'il y a quelques années. Et dans les négociations des fois les banques ne veulent pas lâcher justement le fait de vous mettez de l'apport. C'est vrai que ça peut être aussi une réponse de dire finalement ok vous mettez votre apport mais en pratiquant cette stratégie vous allez le récupérer en l'espace de quelques mois tu vois par exemple. Complètement. Et finalement ça vaut peut-être le coup de lâcher du lest pour avoir autre chose en contrepartie. Absolument. Après souvent pour rebondir sur ce que tu dis, les personnes se disent ok c'est pas facile d'obtenir du financement en fait à 110%. Je vais modérer, ça dépend en fait de comment on présente le dossier, ça dépend de quelle banque je choisis, pour quel projet, quelle est ma situation. À titre personnel, je n'ai jamais mis d'apport, j'ai plus de 10 biens immobiliers, je n'ai jamais mis un centime d'apport dans mes biens immobiliers pour quoi que ce soit. J'ai toujours fait des emprunts à 110%. Donc je pense que ça dépend vraiment de la qualité de la présentation qu'on a, du projet, de la compréhension du langage de la banque également. C'est vrai que comprendre comment fonctionne la banque, comprendre comment ça marche derrière et comment finalement il faut amener les choses pour que le banquier nous dise oui. C'est assez capital et c'est un truc, c'est le sujet même de la formation financement illimité que tu as créé avec Michael Ferrari, où tu te sers justement de toute ton expérience passée dans le monde de la banque en fait, et où tout ça tu l'expliques en fait de A à Z. Complètement, ça fait partie d'ailleurs, la stratégie qu'on vous partage aujourd'hui fait partie d'une des stratégies qui continue, qui est implémentée dans la formation. Après elle est plus détaillée, mais l'idée c'est ça, c'est de dire comment aujourd'hui des personnes qui veulent investir ou réinvestir, elles peuvent comprendre le langage du banquier, ne plus avoir peur du non et surtout pouvoir comprendre les mécanismes et les leviers de négociation qui vont leur permettre de développer leur patrimoine sans plus jamais se soucier de je suis au maximum de mon taux d'endettement, d'accord, et je sais que je ne peux pas aller au-delà. C'est beaucoup plus complexe que ça et évidemment c'est tout le sujet de cette formation. Et ça me fait sourire parce que ce que tu viens de dire, moi c'est la réflexion que je m'étais faite il y a un an quand mon courtier m'avait dit c'est le dernier, on n'ira pas au-delà, c'est plus possible. C'est vrai que moi ta formation je l'ai suivie et après l'avoir suivie, alors j'ai pas encore tout suivi mais déjà je suis bien avancé. J'ai découvert des trucs, je me suis dit mais en fait on se met des barrières psychologiques qui sont finalement des faux freins parce que quand tu comprends comment ça fonctionne derrière et comment après elle est très dense mais comment à qui s'adresser, comment le présenter, ainsi de suite. L'idée c'était que ça soit suffisamment ludique, pédagogique pour que n'importe qui puisse la comprendre et la mettre en application, mais souvent ce qui se produit c'est que les personnes elles ont un regard d'investisseur et elles partagent avec beaucoup de bienveillance et d'honnêteté en fait les connaissances qu'elles ont pour accompagner d'autres personnes à devenir elles-mêmes investisseurs, mais il leur manque quelque chose qui est essentiel, c'est comment ça se passe
derrière la banque? Qu'est-ce que la banque se dit? C'est quoi les leviers qui lui font dire oui, je veux aller accompagner ce client-là? Et en fait, il y a 2 critères majeurs, c'est l'analyse en risque, et c'est comment je fais pour anticiper les questions que la banque va se poser et lui montrer du coup que je suis sûr de ce que je fais, parce que les questions qu'elle se pose, j'ai déjà les réponses, donc on ne fait pas perdre de temps, parce qu'il y a aussi un rapport humain derrière sur le conseiller et de la compétence qu'il pourra avoir. Donc il y a l'analyse en risque, et puis après il y a l'analyse commerciale. C'est très bien, je vais accompagner ce client-là, mais qu'est-ce qu'il me rapporte maintenant? Quel potentiel il a dans le temps? Donc voilà. Et après, il y a des contraintes que les personnes rencontrent. J'ai des situations précaires, où je suis trop âgé, ou j'ai des problèmes de santé, ou je suis au maximum de mon taux d'endettement, ou voilà. Tout ça, c'est ce qu'on a souhaité en tout cas partager aux personnes pour que plus jamais ça soit une problématique pour elles. Avant, il y avait la problématique, je ne sais pas le bien immobilier, quel bien immobilier est fait pour moi, quel système d'exploitation est fait pour moi. Et puis après, la contrainte, c'était non, mais le financement, c'est une plaie. Ça, plus jamais on veut l'entendre grâce à cette formation. Donc voilà, si vous aussi en fait vous avez des problèmes avec le financement bancaire, si c'est des problèmes, quand je dis des problèmes, non mais des freins, des blocages aussi, des problèmes optimiser, aussi, tout simplement. Ou optimiser, dans quelle que soit la situation, si vous avez du mal à obtenir du financement bancaire, et si en fait ça vous intéresse d'en savoir plus en fait sur cette formation financement illimité, je vous remettrai le lien dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez accéder aux infos. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit Non, simplement aujourd'hui, la qualité d'un conseiller bancaire, elle est disparate. C'est en fonction des banques que l'on rencontre, en fonction de si c'est des banques nationales, régionales, elles ont des fonctionnements qui sont différents, elles ont des politiques de risque et commerciales qui sont différentes. Et c'est un petit bonus, mais ne vous arrêtez pas à aller voir uniquement votre banque. Et c'est la même chose pour un courtier. Ne vous arrêtez pas en fait à ce niveau-là. C'est comme partout, il n'y a pas une vérité. Il y a plusieurs vérités. Après, il faut trouver celles qui correspondent aux personnes. Dans la formation, par exemple, c'est le cas également. On met à disposition nous, des personnes de notre réseau qu'on a éprouvées. Mais l'idée, en fait, est de se dire, c'est pas parce que j'ai essuyé un an. Moi, il y a des personnes que j'ai rencontrées qui avaient essuyé 15 ans, là, celui auquel je pense c'était même plus, c'était 17 ans exactement, d'accord. Et après la formation, ils ont obtenu un accord. Ça veut dire que tout seul, il avait eu le courage d'aller présenter 17 fois son dossier. Et la question que vous devez poser à un interlocuteur bancaire que vous rencontrez, même sans avoir suivi une formation, même sans avoir été voir un courtier, c'est j'accueille votre nom, d'accord, mais qu'est-ce qui aurait fait que vous me donniez un oui? Et comme ça, à chaque fois, en fait, vous avez la possibilité d'agrémenter votre dossier d'un paramètre supplémentaire qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Si après vous voulez aller plus vite, la formation financement illimité, clairement, c'est celle qui va vous faire gagner du temps. C'est clair. Ok. Écoute, Luc, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Merci pour cette interview et pour ces informations qui, je pense, sont quand même très intéressantes et en tout cas, je vous le souhaite, vous aideront tant au niveau de la partie bancaire qu'au niveau de la partie réinvestissement. Si vous voulez rester informé de la publication de toutes les vidéos, cliquez sur le petit bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Au revoir.